Dans la vidéo précédente, on a parlé du déterminant d'une matrice carrée de taille n et on a vu une méthode pour le calculer en utilisant l'algorithme du pivot de Gauss. On va dans cette vidéo voir une autre méthode de calcul du déterminant qui s'appelle la technique de développement par rapport à une ligne ou alors par rapport à une colonne de la matrice. Dans toute cette vidéo, A désignera une matrice carrée de taille n et on notera A, I, J les coefficients de cette matrice. On va commencer par fixer une notation. Pour I et J des éléments de 1n, on note delta IJ, le déterminant de la matrice A, mais qui est privé de sa IM ligne et de sa JM colonne. Donc on prend la matrice A, on enlève la IM ligne et la JM colonne, et delta IJ désigne le déterminant de la nouvelle matrice. Donc c'est une matrice de taille n-1. Donc delta IJ est un déterminant de taille n-1. Voyons tout de suite un exemple pour comprendre. Si on considère cette matrice A de M4 de R et que je regarde delta 1,1, eh bien c'est le déterminant obtenu en enlevant à A sa première ligne et sa première colonne. C'est donc un déterminant d'une matrice de taille 3 qui est en fait celui-ci. Toujours avec la même matrice, si maintenant je considère delta 3,2, cette fois-ci c'est le déterminant obtenu en enlevant à A sa troisième ligne et sa deuxième colonne. C'est aussi un déterminant de taille 3 qui est celui-ci. Maintenant qu'on a vu les delta IJ, les sous-déterminants de la matrice, eh bien on est prêt à énoncer le théorème qui va nous donner cette fameuse technique de développement par rapport à une ligne ou par rapport à une colonne de la matrice. Et on va commencer par développer sur la IM ligne de la matrice. I est un élément de 1n ici qui est fixé, qui est l'indice de ligne sur laquelle on fait le développement. Et le théorème nous dit que le déterminant de A, c'est une somme de n termes. Examinons ces termes. Il y a pour commencer AIJ. Donc attention, I ici est fixé, c'est l'indice de ligne sur laquelle on fait le développement. Et J, lui, varie de 1 à n. Donc ça veut dire qu'on prend la IM ligne de A et chacun des coefficients, AI1, AI2, AI3, etc., intervient dans la somme. Oui, mais d'abord il faut le multiplier par delta IJ, c'est-à-dire le sous-déterminant obtenu en enlevant la IM ligne et la JM colonne de la matrice, c'est-à-dire le sous-déterminant correspondant au coefficient AIJ. Et enfin, il y a une alternance de signes. On le multiplie par moins 1 puissance I plus J. I, lui, ne bouge pas et J varie, donc d'un J à l'autre, au suivant, eh bien, ça change de signe. Donc, en fait, vous avez une alternance de signes dans tous les termes de votre somme, ça fait moins, plus, etc., etc. Donc, encore une fois, vous prenez votre matrice A, si on développe sur la IM ligne, eh bien, chacun des coefficients va intervenir dans la somme, on prend chaque coefficient un par un, et on le multiplie par le sous-déterminant obtenu en enlevant la IM ligne et la colonne correspondante, c'est-à-dire ici, delta IJ. Puis on fait attention à ce qui est bien une alternance de signes. Faisons tout de suite un exemple pour comprendre. Considérons cette matrice A de taille 3 et on va calculer son déterminant en développant par rapport à la première ligne de la matrice, c'est-à-dire celle-ci. D'après le théorème, on sait que le déterminant de A, c'est une somme de 3 termes qui correspondent à chacun des coefficients sur la première ligne, c'est-à-dire 0, 1 et 0. Et on sait que ces coefficients, on doit les multiplier par les sous-déterminants correspondants, c'est-à-dire pour le premier, par le déterminant correspondant à la matrice où j'ai enlevé la première ligne et la première colonne. Ça me donne ceci. Pour le deuxième, j'enlève la première ligne et la deuxième colonne, ça me donne ceci. Et enfin, pour le troisième, la première ligne et la troisième colonne, ça me donne ceci. Enfin, n'oubliez pas qu'il faut multiplier ça par moins 1 puissance I plus J. Ici, pour le premier, c'est moins 1 puissance 1 plus 1, c'est-à-dire en fait 1. Et on sait que pour les suivants, c'est pas la peine de les calculer, en fait, il y a une alternance de signes. Donc comme le premier commence par un plus, ensuite c'est un moins, ensuite c'est un plus, etc., etc. Donc ça me donne, finalement, le premier terme et le dernier terme sont nuls, donc il n'y a que celui du milieu, qui est moins 1 fois bien un déterminant de taille 2 qu'on sait calculer avec le petit produit en croix, ça fait moins 2 plus 6, et donc on trouve à la fin moins 4. Toujours avec la même matrice, calculons son déterminant cette fois-ci, mais en développant par rapport à la deuxième ligne, c'est-à-dire celle-ci. Donc le déterminant de A, c'est toujours une somme de 3 termes. Le premier terme correspondant au premier coefficient sur la deuxième ligne, c'est-à-dire 2, multiplié par le sous-déterminant correspondant, celui où on enlève la première colonne et la deuxième ligne. Ça me donne celui-ci. Le deuxième terme va correspondre au deuxième coefficient, 1, fois le sous-déterminant correspondant, c'est-à-dire celui-ci. Et enfin, le troisième terme va correspondre au troisième coefficient de la deuxième ligne, 3, fois le sous-déterminant correspondant, c'est-à-dire celui-ci. Et on n'oublie pas le moins 1 puissance I plus J, donc ici ça commence par moins 1 puissance 2 plus 1, puisqu'on est sur la deuxième ligne, et première colonne ici. Et enfin, donc on sait qu'il y a une alternance de signes, donc comme ça commence par un moins, ensuite c'est un plus, ensuite c'est un moins. On peut calculer chacun des trois sous-déterminants, puisque ce sont des déterminants de taille 2 et qu'on a la formule du produit en croix. Ça fait quand on le calcule 2 plus 0 moins 3 fois 2, et on trouve encore une fois moins 4. Revenons au théorème et énonçons maintenant ce qui se passe si on veut développer sur la JM colonne de la matrice. Donc cette fois-ci, c'est J, l'indice de colonne qui est fixé.
J'observe exactement la même formule que précédemment, sauf qu'attention, ici c'est J qui est fixé et I qui varie de 1 à n. Ça veut dire qu'on prend la jème colonne de notre matrice, on prend chaque coefficient 1 par 1, on le multiplie par le sous-déterminant correspondant, c'est-à-dire celui où on enlève la jème colonne et la ligne correspondante, c'est-à-dire delta ij, puis on somme chacun de ces termes, sans oublier l'alternance de signes qui vient du moins 1 puissance i plus j. Voilà pour le développement sur la jème colonne. Alors ce théorème, qui est très surprenant en fait, on ne sait pas trop d'où ça sort, mais en fait vous allez être déçus parce qu'on ne va pas le démontrer. C'est une démonstration qui est hors programme, on l'admet dans cette vidéo. Reprenons notre exemple précédent et essayons de faire le calcul cette fois-ci en développant par rapport à la première colonne, celle-ci. Le déterminant de A égale, alors on va avoir une somme de 3 termes. Le premier c'est le premier coefficient fois le sous-déterminant obtenu en enlevant première ligne et première colonne, celui-ci. Puis on a le deuxième coefficient 2 fois le sous-déterminant associé, celui-ci. Et enfin le dernier coefficient, moins 2 fois le sous-déterminant associé, celui-ci. On n'oublie pas les moins 1 puissance i plus j, il y a une alternance de signes. Donc le premier c'est moins 1 puissance 1 plus 1, on est en haut à gauche donc c'est plus, et ensuite moins, ensuite plus. On calcule les déterminants de taille 2 et on retombe sur moins 4. Voilà, j'espère que vous êtes convaincus que développer par rapport à une ligne ou par rapport à une colonne, c'est pas très compliqué. Ce qui pose souvent problème aux élèves au début, c'est en fait de savoir moins 1 puissance i plus j, si c'est un moins ou si c'est un plus. Bon, voilà, c'est ce qui pose problème. Ce que je vous conseille, c'est de retenir ce damier. Regardez en fait ici, à chaque fois que je suis sur un coefficient qui est sur la diagonale, eh bien ça va me donner un plus. Pourquoi? Parce que quand je prends moins 1 puissance i plus j, si je suis sur la diagonale, j'ai i égale j, donc j'ai moins 1 puissance quelque chose de pair, donc ça me donne toujours 1. Et ensuite, je me souviens qu'il y a une alternance de signes, donc par exemple si je prends la première ligne, comme il y a un plus au tout début, eh bien ensuite c'est un moins, puis un plus, puis un moins, puis un plus, etc., etc. Ça dépend de la taille de votre matrice. Ok, donc essayez d'avoir en tête ce damier, ça vous évitera de faire des erreurs. Petite remarque avant de passer à la pratique pour vous, on pourrait se dire « Ah mais c'est génial, cette technique elle va marcher à tous les coups, si j'ai une matrice de taille n dont je dois calculer le déterminant, eh bien je développe par rapport à n'importe quelle ligne ou n'importe quelle colonne, je me retrouve avec des déterminants de taille n-1 à calculer, et là hop, je réitère le processus, etc. etc. » Sauf qu'attention, pour une matrice quelconque, c'est pas une bonne idée de faire ça, en fait vous allez faire beaucoup plus de calculs que si finalement vous faisiez un algorithme du pivot de Gauss. Par contre, en observant les exemples là, les 3 développements qu'on a fait, on comprend quand est-ce que ça va être pratique d'utiliser cette technique. En fait, le déterminant qui a été le plus rapide à calculer, c'était le premier en fait quand on a développé par rapport à la première ligne. Pourquoi? Parce que dans cette ligne, il y avait 2 zéros. Donc quand on a fait le calcul, en fait, il y avait un seul terme dans notre somme à calculer qui était celui-ci. Et donc on a obtenu le déterminant très rapidement. Ok, donc on comprend quand est-ce qu'elle va être utile et pratique cette méthode, c'est quand dans votre matrice il y a beaucoup de zéros. Dans ce cas-là, on développe par rapport à une ligne ou à une colonne intelligemment choisie. Un petit exercice pour voir si vous avez compris et vous savez mettre en pratique ce qu'on a vu précédemment. Pour chaque matrice ici A, B et C, je vais vous demander de calculer son déterminant, puis de me dire si elle est inversible ou non. Alors réfléchissez, on va à chaque fois développer par rapport à une ligne ou par rapport à une colonne, mais choisissez bien cette ligne ou cette colonne. Mettez pause dans la vidéo et on corrige juste après. Ici, pour calculer le déterminant de A, vous avez le choix en fait. Vous pouvez développer par rapport à la première ligne, puisqu'il y a 2 zéros, ou alors éventuellement par rapport à la dernière colonne, il y a aussi 2 zéros. Moi, j'ai fait le choix de développer par rapport à la première ligne. Donc, d'après le théorème, en fait, il va y avoir un seul terme puisque j'ai 2 coefficients nuls. Ce terme, il va correspondre à 2 fois le sous-déterminant associé en enlevant la première ligne et la première colonne, c'est-à-dire celui-ci. Enfin, n'oubliez pas, réfléchissez au signe qu'on met devant. Ici, on est en haut à gauche, on est sur la diagonale, c'est donc un plus. Je calcule le sous-déterminant ici en faisant mon produit en croix, 1 fois 0 moins 3 fois moins 3, c'est-à-dire 9, et j'obtiens 18. Je peux conclure, le déterminant de A est différent de 0, donc la matrice A est inversible. Pour la matrice B, la bonne idée c'est de développer sur la deuxième colonne ici, puisqu'il y a 2 zéros. Allons-y, c'est ce qu'on va faire. Donc on sait qu'il va y avoir un seul terme qui correspond au coefficient 2 fois le sous-déterminant correspondant, c'est-à-dire celui-ci. Et on réfléchit, on a notre damier dans la tête. Là, on est sur la diagonale, donc on sait que c'est un plus. Ok, maintenant il nous reste à calculer ce déterminant de taille 2 en faisant le petit produit en croix. On trouve 2 fois 5 moins 1, c'est-à-dire en fait 8. Et on peut conclure, le déterminant de B, il est non nul, donc la matrice B est inversible. Pour le déterminant de C, comme elle est de taille 4, ça va être un petit peu plus long, mais pas beaucoup plus compliqué. Ici, la deuxième ligne comporte 3 zéros, donc la bonne idée, c'est de développer par rapport à cette ligne-là. Il va y avoir un seul terme dans la somme, qui est ce coefficient, 2 fois le sous-déterminant correspondant, c'est-à-dire celui-ci, qui est de taille 3.
N'oubliez pas de réfléchir à votre damier au moins 1 puissance i plus j. Ici, je ne suis pas sur la diagonale, mais juste à côté de la diagonale. Sur la diagonale, je sais qu'il y a un plus, donc comme je suis juste à côté, eh ben, il y a un moins. J'oublie pas de mettre mon moins. Maintenant, pour calculer ce déterminant de taille 3, je vais commencer par faire une transvection. Je vais prendre ce coefficient comme pivot pour annuler celui qui est juste en dessous. C'est-à-dire dans L2, je fais L2 moins 2 L1. Je sais qu'une transvection ne change rien au déterminant, donc je me retrouve avec ce déterminant. Et là, en fait, sur la première colonne, j'observe qu'il y a 2 zéros. Donc la bonne idée ici pour poursuivre, c'est de développer sur la première colonne de cette matrice. Je vais avoir un seul terme qui va correspondre à ce coefficient, 1 fois le sous-déterminant correspondant, c'est-à-dire celui-ci. Et je suis en plus sur la diagonale, donc je sais qu'il y a un plus. Il ne me reste plus qu'à calculer ça. Je trouve moins 2 facteur de moins 5 plus 6, c'est-à-dire moins 2. Le déterminant de C est non nul, ce qui veut dire que la matrice C est inversible. Je vais terminer cette vidéo par une petite remarque qui fait écho à la remarque précédente que j'avais faite. On a compris que cette technique, elle était très efficace quand votre matrice, elle contenait beaucoup de zéros sur une même ligne ou sur une même colonne. Mais attention, dans le cas général, c'est pas rentable de l'utiliser. Et je voudrais que vous compreniez pourquoi. Donc imaginez une matrice quelconque de taille n. Si je note Cn, le coût en opération qu'il me faut pour calculer son déterminant, eh bien, si je développe par rapport à une ligne ou par rapport à une colonne, si j'utilise cette technique-là, je vais être amené à calculer n déterminants de taille n-1. Donc c'est n fois le coût qu'il me faut pour les déterminants de taille n-1. De la même manière, pour calculer chaque déterminant de taille n-1, si je réutilise cette technique, je vais être amené à calculer n-1 déterminants de taille n-2. Et ainsi de suite, donc on comprend que le coût en opération, la complexité de cette méthode, elle est en n factoriel. Je vais faire n factoriel opération. Alors que si on y réfléchit, si on le calcule, le coût en opération quand on utilise l'algorithme du pivot de Gauss, c'est en grand O de n cube. Ce que je suis en train de dire, c'est que oui, cette technique, elle est rentable quand il y a beaucoup de zéros, mais pour une matrice quelconque, qui ne contient pas forcément plus que ça de zéros, il vaut mieux utiliser l'algorithme du pivot de Gauss. Pourquoi je vous dis ça? Parce que les élèves, ils aiment bien cette technique en général, ils se lancent à tort et à travers dans le développement sur une ligne ou sur une colonne, alors qu'en fait, c'est pas rentable en termes de temps passé et de coût d'opération.